Une chose est certaine, le Bénin a défendu une position. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est le Bénin qui a sa frontière fermée avec le Niger. Pas le Nigeria, par exemple. Je pense que c'est différent. Il faut regarder aussi, vous savez, il y a deux pays qui ont mis en exécution les décisions de la CEDEAO. C'est le Bénin et le Nigeria, parce que nous étions les voisins directs du Niger. Maintenant, il faut voir la géographie de nos frontières. La frontière entre le Bénin et le Niger, c'est une frontière naturelle et qui est faite par un pont. La frontière. Le Togo est aussi un voisin. Non, le Togo n'est pas un voisin du Niger. Le Togo n'a pas de frontière directe avec le Niger. Mais tout passe par là aujourd'hui, apparemment. Je pense qu'il y a beaucoup de supputations autour de ces choses-là. Mais c'est un manque à gagner pour notre port. La réalité, vous savez, que ce soit le port, les activités économiques, l'essentiel, c'est que nous construisions un pays résilient. Il y a quelques années, avant 2016, lorsque il y aurait eu une fermeture de frontières comme celle-là, on aurait dit le Bénin est en train de plier. C'est terminé. Les relations avec le Burkina. Non, laissez-moi finir. Oui, on aurait dit le Bénin est en train de plier. Le Bénin est à genoux. La frontière a été fermée avec le Niger. Nous nous en réjouissons pas. Et malgré cela, l'année dernière, la croissance économique du Bénin était de 7,5%, supérieure aux prévisions. Ça veut dire que ensemble, nous Béninois, nous avons construit une forme de résilience qui fait que, quels que soient les chocs que nous pouvons subir, et la vie, elle n'est pas linéaire. Il y a des moments où tout se passe bien, il y a des moments où vous allez vivre des chocs. Mais quels que soient les chocs que nous vivons, nous avons la capacité et la force de pouvoir nous relever et de continuer à être fort. Et c'est le plus important. Mais à la frontière, au marché de Malanville, le marché est mort pratiquement. Je ne pense pas que ce soit le cas. Parce que aujourd'hui, il y a, je veux pas dire une économie parallèle, mais il y a des moyens parallèles que nos compatriotes ont trouvé de pouvoir continuer à échanger. C'est triste, et moi je le dis, c'est triste que les relations entre le Bénin et le Niger prennent un caractère informel. Et nous allons continuer à travailler pour que cela s'améliore. Par rapport au Burkina Faso, on en parle peu. Monsieur le ministre, les relations sont comment? Les relations avec le Burkina Faso, j'ai envie de dire que ce soit avec le Mali, le Niger ou le Burkina Faso, nous avons, je dirais, des relations cordiales. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est d'avoir une vraie coopération active, notamment sur les questions de sécurité. Nous en avons besoin. Et le président de la République l'a dit de façon claire. Que certains voisins décident de ne plus faire partie d'une organisation régionale, c'est leur choix. Et nous n'avons qu'à le respecter. Mais nous avons une obligation, c'est de travailler ensemble. Et malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il y a des échanges en vue de rapprochement entre l'AES et la CEDEAO? Il y a eu des discussions qui ont été lancées la semaine dernière. Le président de la commission de la CEDEAO était au Mali pour rencontrer les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'AES. Je pense que c'est le cours normal des choses. En tout cas, c'est ce que le Bénin a toujours défendu depuis plusieurs mois. Que nos trois pays frères décident de faire partie de l'AES, c'est leur droit, nous le respectons. Nous avons le devoir de trouver le créneau pour pouvoir continuer à travailler ensemble. Parce que c'est ça qu'attendent nos peuples. Ils n'attendent pas de nous que nous soyons là à nous lancer des invectives sur les réseaux sociaux. Ce qu'ils attendent de nous, c'est que nous puissions travailler ensemble pour régler des problèmes concrets. Et un des problèmes concrets auxquels nous devons faire face aujourd'hui, ce sont les questions de sécurité. Nous parlons toujours diplomatie avec vous, monsieur le ministre. La nouvelle politique de restriction des États-Unis d'Amérique, les USA, concernant les projets comme l'USAID, les projets que finance l'USAID, par exemple, l'UMC et Bénin, vous en êtes au courant. Alors, quel est l'impact sur le Bénin en ce qui concerne la suppression de l'aide à ces entités américaines qui interviennent dans nos pays, par exemple? Ce sont des choix qui sont des choix souverains. On ne peut pas forcer la main et demander aux gens de faire forcément ce que nous souhaitons. Et en l'occurrence, en ce qui concerne le Bénin, vous savez très bien que depuis 2016, notre politique de développement n'est plus basée sur l'aide au développement. Le socle de la politique de développement du Bénin n'est plus basé sur l'aide au développement. Cela ne veut pas dire... Le Bénin refuse-t-il l'aide au développement? Je vais m'expliquer. D'accord. Ça ne veut pas dire que le Bénin rejette l'aide au développement. Ça veut dire que nous faisons en sorte que les projets que nous faisons puissent être portés par nous-mêmes. Si demain, il devait y avoir fin de l'aide au développement. Et en plus de cela, ce que nous défendons sur la scène internationale, ce que le président de la République défend, que l'entièreté du gouvernement porte, c'est de dire nous devons passer de l'aide au développement à l'aide à l'investissement. Nous avons besoin de plus d'investissement. On n'a pas besoin d'aumônes. On a besoin de gens qui viennent investir dans notre pays, qui créent des entreprises et qui trouvent des emplois pour nos jeunes. C'est de ça qu'on a besoin. Je veux prendre un exemple simple. Lorsque vous allez voir un pays pour lui dire « aidez-moi à construire une route de 2 kilomètres »,
Dans 10 ans, lorsque vous allez devoir réparer la route, vous retournerez les voir pour leur demander de refaire? Alors que si dans le même temps, l'argent qu'ils vous ont donné, soi-disant que c'est un don, s'ils l'utilisaient pour accompagner une entreprise de leur pays à venir s'installer au Bénin, à créer une usine, à créer une entreprise, à embaucher des jeunes béninois, l'entreprise paierait des impôts. Les jeunes qui sont embauchés, qui ont un emploi, paieraient des impôts, consommeraient dans le pays, et avec les recettes fiscales que nous avons, nous allons pouvoir construire la route, entretenir la route sur des décennies et des décennies. Donc le Bénin aujourd'hui on n'est pas dans la quête effrénée à l'aide au développement. Nous sommes plus favorables à l'aide à l'investissement. Parce que c'était cette aide à l'investissement qui va aider à créer des emplois et à aider à insérer nos jeunes et à réduire la pauvreté dans notre pays. L'USAID dans la santé, l'UMC Bénin dans l'énergie, le financement du côté des États-Unis s'est coupé, le Bénin n'est pas effrayé, vous dites? Le Bénin n'est pas effrayé, je le redis, le Bénin est dans une politique d'aide à l'investissement. Les États-Unis sont un partenaire stratégique du Bénin et vont continuer à être un partenaire stratégique du Bénin. Sur les instructions du président de la République, j'étais il y a quelques semaines moi-même à Washington, et les États-Unis, je pense, continuent de considérer le Bénin comme un partenaire stratégique dans la sous-région. Que les États-Unis décident de réorganiser la manière dont ils présentent leur partenariat avec les différents pays, c'est leur droit. Nous, en tant que pays, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que le Bénin n'est plus dans une phase où on quémande de l'aide au développement. Vous pensez qu'avec ces politiques, on pourra s'en sortir? Bien sûr. La preuve, vous voyez bien, monsieur l'a dit tout à l'heure, que nous ne sommes pas effrayés. Nous ne sommes pas effrayés. C'était une question posée? Non, mais je vous réponds. Oui, nous ne sommes pas effrayés. Nous ne sommes pas effrayés par chaque pays fait ses choix. Et nous, on développe des stratégies qui nous permettent de pouvoir être... C'est pas de l'autarcie. Nous sommes dans un monde qui est un monde globalisé. Nous travaillons avec différents partenaires. Mais nous nous assurons de faire en sorte que nous puissions compter sur nous-mêmes. La preuve, frontières fermées, etc. Notre croissance économique, elle est toujours là. Le développement continue. Nous continuons à exécuter le programme d'action du gouvernement. C'est le plus important. Oui, de façon concrète, les projets qui sont financés par l'USAID, par exemple, est-ce qu'ils seront supprimés ou bien le Bénin va prendre ça en charge? Par exemple, le PNLS contre le sida, par exemple. Ce que je suis en train de vous dire, je n'ai pas le détail concret de ces différents projets. Mais ce sur quoi je peux vous assurer, c'est que le Bénin aujourd'hui, nous ne quémandons pas l'aide au développement. Et bien au contraire, nous sommes favorables à l'aide à l'investissement. Et le Bénin sait aujourd'hui se prendre en charge. Donc vous allez vous-même financer ces projets-là si les États-Unis se retiraient vraiment totalement? Le Bénin sait se prendre en charge. Eh bien, on va tourner la page diplomatie, chers confrères, et passer à l'actualité nationale. On va parler de politique au Bénin. Monsieur le ministre, sinon Monsieur Olusegun Adjadi Bakari, vous êtes de quel parti politique? Ça vous fait rire? Oui, ça me fait rire. Moi, j'attendais impatiemment cette réponse. Ah bon? Comme beaucoup de Béninois. Je suis du parti du développement du Bénin. Ça vous parle? Ce parti a son récépissé? C'est enregistré? C'est créé quand? On connaît les noms des partis au Bénin. Vous êtes précisément de quel parti? Plus sérieusement, comme vous vous en doutez, je suis membre d'une famille politique, la famille de la mouvance présidentielle. Je suis engagé en tant que ministre dans l'action exécutive aujourd'hui, et dans quelques jours ou quelques semaines, je serai engagé, comme beaucoup d'autres collègues, dans l'action politique pour faire en sorte que notre famille politique continue la dynamique qui a été insufflée par le président Patrice Talon depuis 9 ans. Vous allez commencer la campagne. Parti politique? Je n'appartiens aujourd'hui de façon concrète à aucun parti politique, mais je fais partie d'une famille politique qui est la famille de la mouvance présidentielle. C'est pas contraire à la réforme du système partisan où chacun doit avoir une identité politique claire? La réforme du système partisan, je pense qu'elle apporte une clarté. Ce qu'elle dit, en fait, c'est que chacun doit appartenir à un parti politique, comme vous le dites, pour être élu. Il ne vous aura pas échappé que je ne suis pas élu aujourd'hui. Mais ça vous empêche pas d'être élu prochainement? C'est sûr que si un jour je dois être élu, je devrais appartenir, bien entendu, à un parti, mais un parti ancré dans la mouvance et dans le soutien à l'action du président Patrice Talon. Et ceux qui étaient là avant vous vont vous permettre cette promotion? La politique, c'est des échanges, c'est voir ce que vous apportez aux gens. Si à un moment donné, il est important que je puisse aller moi-même à un suffrage ou à une élection, j'en discuterai avec les différents partis. Mais dans tous les cas, bien que n'étant pas encarté, je puisse vous assurer que je serai, comme beaucoup d'autres personnes, comme moi, qui ont mon profil,
très actif pour faire en sorte que notre famille politique continue la dynamique qui a été enclenchée depuis 2016. Vous avez des ambitions présidentielles? Non, aucune. Vous ne faites pas partie des dauphins du président de la République? Non, parce que je pense simplement que on vient de quelque part. Moi, je suis très ancré dans mes traditions. Je suis Yoruba, et chez moi, il y a des règles. Et je pense que c'est ce qui est partagé dans la plupart de nos familles à travers le pays. Première règle, le chef de famille est le chef de famille. Tant que le chef de famille est là, c'est le chef de famille. Deuxièmement, on fait tout pour défendre la famille. Et troisièmement, le chef de famille, à un moment donné, avec les sages de la famille, décide de la personne qui prend la suite du chef de famille. Et toute la famille se réunit derrière et porte la personne. Vous faites pas partie de ceux qui seront portés? Je ne pense pas. Je ne le souhaite pas. Il faut que nous sortions de quelque chose qui a handicapé notre pays pendant longtemps. Le fait de toujours tout ramener à soi et de penser que on peut toujours être meilleur aux voisins. Je pense que le président Patrice Talon a montré et a porté la fonction présidentielle à un niveau. Et que nous avons tous un devoir. C'est de faire en sorte que dans le futur, ceux qui seront dans ces positions-là soient des personnes qui soient prêtes à porter la fonction et à continuer à la porter à ce niveau-là. Et le fait d'être prêt, ça vient avec les années, avec l'expérience, avec le temps dans l'action. Monsieur le ministre, quelle est la stratégie des partis de la mouvance? Chacun aura son candidat ou ils soutiendront un même candidat? Comme je vous ai dit, je suis pas membre d'un parti politique. Moi, ma certitude, personnellement, en tant que membre de la famille mouvance sans être dans un parti politique, je pense que nous avons un devoir d'unité derrière pour porter le bilan du président de la République et faire en sorte que nous puissions mener la bataille qui arrive de la manière la plus sereine possible. Après, je pense que les partis politiques sont en réflexion actuellement et devront à un moment donné arriver avec les différentes sensibilités, arriver à une solution. Mais je crois qu'il est important que nous soyons unis. Vous êtes bien entendu de la mouvance présidentielle. Où est-ce que vous en êtes par rapport aux préparatifs des élections? Parce qu'il est de votre devoir aussi, en tant que mouvance, d'organiser les élections apaisées. Où est-ce que vous en êtes par rapport aux préparatifs de ces élections? En tant que famille politique, oui. Je pense qu'il faut séparer les choses. Il y a une responsabilité républicaine qui incombe en fait au Conseil électoral, qui n'a rien de politique, c'est une institution. Et puis il y a ce que notre famille politique fait, et c'est ce que Madame a évoqué tout à l'heure. Il y a des travaux qui sont en cours, des réflexions pour arriver à faire les propositions idoines. Et puis il y a une occupation du terrain. Il y a une occupation du terrain, une explication de notre bilan, la défense de notre bilan, et puis au-delà de tout cela, la mobilisation citoyenne. Moi, s'il y a une chose qui m'intéresse à titre personnel, c'est de nous assurer que aux prochaines élections, il y aura massivement des jeunes, des femmes qui seront élus, qui vont porter la voix de ce pays, qui vont porter la transformation du Bénin que nous sommes en train de construire depuis 2016. C'est le plus important. Et qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là? À titre personnel, je vous ai dit, moi je serai très actif parce que, comme je dis, on tombe pas d'un arbre. Je viens d'une certaine région et je pense que avec les partis de la mouvance, que ce soit le Bloc républicain, l'Union progressiste, j'apporterai le peu de choses que je peux apporter pour pouvoir convaincre les uns les autres, mobiliser très largement et faire en sorte que nous puissions défendre et porter haut la continuité de la dynamique que nous avons mise en place depuis 2016. Votre cœur bat plus pour ces deux formations politiques, sinon il y en a d'autres qui sont toujours de la mouvance présidentielle. Vous êtes arrêté à le Républicain, à l'Union progressiste, le Renouveau. C'est peut-être parce que ce sont les deux qui sont présentes aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais oui, bien entendu, vous avez raison. La mouvance présidentielle est beaucoup plus large. Nous avons Renaissance nationale, nous avons le MOEL également qui soutiennent l'action du gouvernement de la République. Alors une question qui était prévu un peu plus tard, puisque vous y êtes alors. La tournée actuelle des ministres conseillers n'est-elle pas une forme de pré-campagne déguisée? Pas du tout. Je pense que les ministres conseillers ont expliqué quel était leur cahier des charges. Après un certain nombre d'années d'action dans l'exécutif, et vous aurez remarqué, vous l'avez dit vous-même, que il est rare qu'un ministre de l'exécutif vienne se prêter à cet exercice. Nous sommes, et le président de la République s'est rendu compte qu'il était important de faire savoir également ce qui était fait. Trop souvent, les ministres sont le nez dans le guidon dans l'exécutif, et il est important d'avoir des ministres
conseillers qui soient là, qui accompagnent l'action du gouvernement et qui soient au contact direct des populations pour pouvoir remonter ce qui ne va pas, parce que tout ne peut pas être parfait non plus, mais pour pouvoir aussi vulgariser ce qui est fait, parce que trop de choses sont faites et que parfois on ne prend pas le temps d'aller expliquer et de présenter aux populations. Donc ce n'est pas du tout une pré-campagne, c'est beaucoup plus une action de vulgarisation de l'action du gouvernement, de faire en sorte que les populations sachent aussi ce qui est fait pour elles. Parce que très souvent, vous prenez, il y a des programmes, par exemple, moi je m'en suis rendu compte, comme Azoli ou le PSIE, etc., ou les microcrédits à l'AFIA. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, malgré tous les efforts qui sont faits. Donc il est important d'avoir des personnes qui sont dans l'exécutif et qui soient sur le terrain pour pouvoir vulgariser l'action du gouvernement. Parlez-nous de votre cas, si vous permettez. Relation entre votre ministre conseiller, comment ça se passe? Est-ce que c'est directement de la présidence que ces ministres conseillers reçoivent les instructions, ou bien ça peut venir des ministres titulaires que vous êtes? Pas du tout, c'est pas une question d'instruction. Nous sommes en binôme. Nous travaillons main dans la main, nous nous voyons de façon régulière avec le garde des Sceaux, puisque en fait le ministre conseiller Déoumalé couvre à la fois les relations extérieures et la justice, et nous vulgarisons ensemble les différentes actions. Il nous remonte aussi tout ce qu'il peut y avoir comme attente. Ce sont des tandems en fait que nous formons. Et nous faisons ce travail ensemble, et chaque ministre avec son ministre conseiller. Est-ce que lui peut interpeller un de vos collaborateurs, par exemple? Bien sûr, puisque c'est un tandem. Nous travaillons ensemble. Le ministre Déoumalé est connu des collaborateurs du ministère des Affaires étrangères. Donc, ce sont des tandems qui permettent de répondre à un besoin. Des ministres qui sont à l'action, donc qui sont pris au quotidien dans leur travail exécutif, et puis des ministres conseillers qui sont dans l'exécutif, mais qui portent les réformes, qui portent les différentes actions auprès des populations. Ça marche très bien. Que pensez-vous des dernières déclarations du patriarche Adrien Mouedji? J'ai énormément de respect pour le président Mouedji, mais je pense que au-delà des déclarations que je ne me permettrai pas de commenter directement, parce que ce n'est pas le but, je pense qu'il est important que nous puissions regarder devant nous et nous poser les bonnes questions sur ce qui est important pour notre pays. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, je viens de l'Ouémé. Depuis que je suis très jeune, 90% des gens de l'Ouémé ont, à un moment de leur vie, été membres d'un certain parti politique. On a tous appris dans cette forme de matrice. Malheureusement aussi, nous faisons partie d'une communauté nationale. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons pâti au cours des 30 dernières années d'une perception que nous avons pu donner. Aujourd'hui, vous prenez 100 Béninois qui ne sont pas originaires de l'Ouémé, vous leur demandez ce qu'ils pensent politiquement. Les gens de l'Ouémé, ils vont vous dire, les gens de l'Ouémé, je veux dire en vernaculaire, c'est Adomolo, n'est-ce pas? Ils vont dire c'est Adomolo, je sais pas si vous comprenez. Pour ceux qui comprennent pas, on va nous dire que nous ne sommes pas des personnes sur qui on peut compter. Cette perception, elle est erronée au niveau de nos familles, parce que l'éducation que nous recevons dans chacune de nos contrées, que ce soit à Sémékodji, à Porto Novo, à Diarra, Bonou, etc., au cœur de nos familles, la question de la fiabilité, la question de la loyauté est au cœur de notre éducation. Et malheureusement, nous avons envoyé cette image-là, année après année, élection après élection. Voilà, depuis 2016, tout n'est pas parfait. Mais je pense que les investissements, l'engagement qu'il y a eu en faveur de l'Ouémé n'a jamais été aussi fort depuis 1960. Mais c'est normal qu'on investisse dans l'Ouémé comme dans... Bien sûr, ce que je veux dire, bien sûr, c'est tout à fait... C'est pas une raison pour faire allégeance. C'est simplement pour dire qu'il est important, lorsque pendant 20 ans, 25 ans, on nous a chanté « Nous sommes la capitale », élection après élection, nous ne voyons rien. Aujourd'hui, moi, quand je vais à Porto Novo, je ne me retrouve plus. Et quand on traverse Porto Novo, on ne voit pas la différence entre Porto Novo et Adjara aujourd'hui. Vous allez jusqu'à Misrété, vous vous demandez si c'est toujours le même environnement. Et donc, tout ce que moi je suis en train de dire, c'est que nous avons collectivement intérêt, nous, fils de l'Ouémé, à faire en sorte que cette image que nous avons pu colpoter à un moment donné, que nous puissions la mettre derrière nous, que nous puissions la corriger. C'est important, parce que cela ne correspond pas à nos valeurs, cela ne correspond pas à l'éducation qu'on donne dans nos familles. Nous avons une opportunité cette fois-ci en 2026. Moi, j'ai une responsabilité aujourd'hui, c'est de mobiliser, de travailler à ce que cette perception-là ne soit pas confirmée et qu'elle soit au contraire effacée. Et c'est à nous, cadres, dirigeants, leaders de l'Ouémé, de montrer que nous sommes des personnes fiables, que nous ne sommes pas des personnes changeantes et que nous savons
à cœur la loyauté et l'engagement. Mais si le patriarche estime que les choses ne vont pas comme cela se devait, c'est aussi son droit de claquer la porte, par exemple. J'ai dit que je ne voulais pas commenter les propos et les déclarations qui ont été faites par respect et par éducation. Que ce qui est important, c'est de se dire, les jeunes de l'OME, qu'est-ce qu'on leur propose ? Nous leur proposons plus d'investissement, nous leur proposons plus d'infrastructures, nous leur proposons des usines au niveau de la zone industrielle de Semenkoji, nous leur proposons d'encadrer. Il y a énormément de jeunes qui sont des artisans dans l'OME. Y a-t-il un projet pour cette zone ? Dans la zone industrielle, bien sûr, elle va continuer à se développer. Vous avez vu comment elle s'est développée au cours des dernières années. Aujourd'hui, il y a une stabilité de la fourniture énergétique qui va permettre... La GDZ on parle, Non, on parle beaucoup de la GDZ parce que c'est une nouvelle zone industrielle, mais quand vous voyez Semenkoji, elle est quasiment pleine aujourd'hui. Le nombre d'entreprises et d'industries qui se sont installées à Semenkoji, vous pouvez y faire un tour, vous allez vous en rendre compte. Mais ce que je veux dire, c'est que les jeunes de l'OME aujourd'hui, de quoi ils ont besoin ? Ils ont besoin d'emploi. Ils ont besoin que nous ayons une politique de formation professionnelle dans l'artisanat. Les femmes de l'OME, elles ont besoin de microfinance, d'infrastructures. Nos frères et sœurs qui pratiquent le Zémidian aujourd'hui sont heureux de voir qu'ils ne sont plus obligés de rouler dans des bosses et d'avoir mal le soir quand ils rentrent chez eux, parce qu'il y a des routes au niveau de Porto-Novo. Tout n'est pas parfait, mais il y a une évolution majeure. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous puissions nous mobiliser pour que nous puissions continuer dans cette dynamique-là. Parce que personne ne mange le fait d'être capital. On mange le fait qu'on ait un emploi. Et c'est ça que l'on recherche aujourd'hui. Pour en revenir à ces déclarations du patriarche Adrien Gouedji qui demande le retour des exilés politiques, est-ce qu'il est dans le faux? Est-ce qu'il a tort de faire cette revendication? Je ne pense pas qu'il y ait d'exilés politiques au Bénin. Et nous devons faire collectivement attention aux mots que nous utilisons, à la manière dont nous les utilisons en fait. La politique ne peut pas, et ça c'est un choix qui a été fait dès 2016 par le président de la République, le président Patrice Talon, ne peut pas être un parapluie de protection contre tout type d'acte. C'est pas parce que je suis homme politique que demain je vais prendre ma voiture et commencer à rouler à 180 à l'heure sur le boulevard de la Marina. Et si on m'arrête, je dirais on m'a arrêté parce que je suis opposant politique. Non. Nous avons collectivement à défendre l'image de notre pays. Il n'y a pas d'exilés politiques au Bénin. Et de prisonniers ? Il y a des hommes politiques, il y a peut-être des acteurs politiques qui ont maille à partir avec la justice et qui ont décidé de ne pas revenir se présenter devant la justice. Mais ça n'en fait pas des exilés politiques. Je ne pense pas qu'il faille commenter ou revenir sur tout ça, mais je pense que c'est important que collectivement, ce que nous avons, qui est important, notre vivre ensemble, il faut qu'on arrête de jeter l'opprobre sur notre pays. C'est pas parce que aujourd'hui c'est le président Talon qui est président de la République, que c'est la mouvance soutenant le président Talon qui est aux commandes, qu'il faut jeter l'opprobre, parce que le Bénin nous appartient tous. Et ce qu'il y a de plus grand que nous tous, c'est le Bénin. Et on ne peut pas salir le Bénin. Nous avons une démocratie à laquelle nous tenons, nous avons des institutions qui sont solides et nous devons faire en sorte que l'image que nous avons continue d'être celle-là. Mais vous les classez dans quelle catégorie ceux-là? Vous savez, exilé, c'est quelqu'un à qui on dit vous ne revenez pas chez vous parce que vous êtes un acteur politique. Ce n'est pas le cas. Nous avons, après 1990, beaucoup de gens ont cru qu'il suffisait de dire nous sommes une démocratie, on organise des élections tous les 5 ans, on fait ce que moi j'appelle de la cachcratie, parce qu'en fait, on organisait des élections, on distribuait de l'argent, et puis voilà, pour dire, nous sommes une démocratie, et si on s'entend entre nous, on fait nos petites magouilles. Mais la réalité, c'est que tout cela a attardé notre pays, et que la démocratie sans bonne gouvernance, c'est de l'anarchie. Et aujourd'hui, moi, je veux parler aux jeunes, ceux qui ont 30 ans, qui sont nés après la conférence nationale. Ceux-là, ils n'ont pas besoin qu'on leur raconte, excusez-moi du terme, des cracks. Ils ont besoin d'emploi, ils ont besoin de pouvoir se projeter dans le futur. Ils voient un Bénin qui est en train de rayonner à l'international, que tout le monde respecte. Et c'est à eux aujourd'hui de se lever pour dire, nous refusons qu'on jette l'opprobre sur notre pays. On ne peut plus être dans un pays où, simplement parce que vous êtes acteur politique, vous pouvez ne pas respecter la loi, et que parce que vous avez ce parapluie-là, vous allez pouvoir dire, si demain on me demande de répondre de mes actes, je vais dire que c'est parce que je suis un opposant politique. Ce n'est pas possible. On aimerait savoir si le président Adrien Gouedji a demandé à partir de la mouvance. Je ne suis pas au courant, comme je vous ai dit. Que répondez-vous à l'opposition qui demande une relecture du code électoral? C'est une très bonne question. Moi, je pense que à un moment donné, que nous regardions aussi la vérité en face. Dans le monde entier, et dans toutes les démocraties que parfois on nous dit qu'il faut qu'on copie, le code électoral est du domaine du législatif. Ce que ça veut dire, c'est que ceux qui sont en charge d'écrire les lois s'asseyent et décident, écrivent le code électoral. On nous prend souvent l'exemple de la France. En France, il y a toujours eu un débat
entre la proportionnelle et l'élection au suffrage direct. Même aux dernières élections, le Rassemblement national va vous dire, je suis le premier parti de France en nombre de voix, et je ne suis que le 3e ou le 4e parti en nombre de sièges. Aux États-Unis, c'est arrivé. Vous vous souvenez du moment épique entre Al Gore, George W. Bush. Mais dans notre cas, ce n'est même pas le cas. Ce que je suis en train de dire, c'est que on a un code électoral qui vient régler un certain nombre de problèmes que nous avons dans notre pays. On ne peut pas, si nous voulons construire une nation, dire que nous continuons à avoir des regroupements sur une base régionale, ethnique, ou des partis de quartier. C'est pour ça qu'il faut corser les seuils. En quoi les seuils sont-ils corsés? 20%. 20%, c'est pas 20% en national. 20% par circonscription électorale. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, c'est pas normal de dire que on veut avoir des partis politiques qui représentent le pays tout entier, qui ont des élus partout, qui ont une représentativité minimale dans chacune des circonscriptions électorales de notre pays? Vous pensez en votre âme et conscience que 20% par circonscription électorale, c'est possible? Pour chaque parti, c'est possible? Chaque parti ou chaque regroupement de partis. La loi a prévu la possibilité pour les partis d'aller en accord de gouvernance. Est-ce qu'un parti de l'opposition peut se mettre avec un parti de la mouvance? Comme vous le dites, vous avez dit un parti de l'opposition, un parti de la mouvance. Maintenant, les partis politiques sont organisés. Donc, si deux partis politiques décident de s'accorder sur un accord de gouvernance, ça veut dire qu'ils ont un terrain d'entente. Et donc, ça veut dire que celui qui est de la mouvance, soit celui qui est de la mouvance dit, moi, je deviens de l'opposition, ou soit celui qui est de l'opposition dit qu'il devient de la mouvance. Il a le droit. C'est pas un retour à l'autre jeu d'antan ou non, non, attendez, puisque ici on parle d'accord de gouvernance déposé à la Sénat préalablement aux élections et qui vous lie d'une certaine manière parce que vous avez dit vous allez gérer la législature ensemble si vous gagnez les élections. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ça peut être si facile que ça, de quitter un bord pour un autre? C'est pas une question de quitter un bord pour un autre. C'est une question de dire je trouve un partenaire avec lequel je peux m'allier pour pouvoir conquérir le pouvoir. Et partout dans le monde, ça se passe comme ça. On ne peut pas être le seul pays où on considère que on ne peut pas faire d'accord, etc. Les règles sont des règles qui valent pour tout le monde. Les partis de la mouvance qui valent pour les partis qui ne soutiennent pas l'action du président de la République. Les règles sont les mêmes pour tout le monde et elles sont en place depuis plusieurs mois. Il y a une constance, quel que soit l'endroit où on se trouve sur Terre. La politique, c'est d'abord le terrain. Donc 20% pour vous, c'est pas trop. Pendant que des analystes politiques trouvent que le plus grand seuil au monde serait de 7% et le Bénin veut appliquer 20%. Les analystes politiques font leurs analyses. Je pense simplement qu'il y a des règles qui sont en place. Ces règles, elles valent pour tout le monde et elles ont un objectif. C'est l'objectif d'avoir des partis représentatifs qui soient des partis nationaux, qui couvrent l'étendue du territoire national. On ne peut pas continuer à être dans des clubs où en fait on arrive, on se dit c'est le parti de telle région, c'est le parti de telle région du pays. Où est-ce qu'on va avec ça? À un moment donné, nous devons aussi assumer de créer un État-nation, de créer un État dans lequel on arrive à gommer un tant soit peu nos différences ethniques et à faire en sorte que nous soyons dans un vivre ensemble et nous puissions nous dire nous voulons tous ensemble contribuer à construire le pays. L'avantage du système partisan et du code électoral, il y a deux grands avantages, vous savez. En 2026, ce sera la première fois que le débat pour choisir ceux qui vont diriger ce pays ne seront pas des débats centrés sur des personnes individuelles. En 2026, nous allons élire une équipe. Le débat n'est pas centré sur des individualités. Vous en êtes convaincu ? Aujourd'hui, vous le voyez bien, le débat se passe au niveau des partis politiques. Ce sont des partis politiques qui vont soutenir et ce seront des équipes au sein des partis politiques, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition. Ça, c'est la première chose. La seconde chose qui est importante, c'est que nous entrons avec ce code électoral dans plus personne dans ce pays ne pourra dire je veux être le président d'une partie du Bénin. Pour pouvoir être élu, vous êtes obligé. Ça n'a jamais été le cas. Nous l'avons déjà entendu. Ah bon? Vous vous souvenez? Non, vous pouvez nous rappeler ça. Je pense que nous avons besoin de nous rassembler, de faire en sorte que la promesse que nous faisons à nos enfants soit celle que, quel que soit l'endroit d'où vous venez dans ce pays, quelle que soit votre origine ethnique, quelle que soit votre filiation, que vous puissiez avoir les mêmes chances que les autres. Et faire en sorte que les clivages ethniques régionalistes ne soient plus ce sur quoi nous nous appuyons pour pouvoir construire notre vivre ensemble. Est-ce que vous n'avez pas mis la barre un peu haut? Essayons et puis on verra. On ne peut pas arriver tout de suite et se dire dans tous les cas ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Il y a des objectifs qui sont visés et ces objectifs sont clairs.
c'est de faire en sorte qu'il y ait un seuil de représentativité, qu'il y ait une combinaison nationale, une obligation d'être des partis nationaux. J'ai envie de dire, il n'y a pas de système parfait. La politique, ce sont des règles. Et puis vous utilisez ces règles pour pouvoir conquérir le pouvoir. Et partout dans le monde, c'est comme ça. Que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est un système mis en place pour perpétrer un chaos, pour toujours se maintenir au pouvoir, pendant que la loi n'a rien prévu si il arrivait que aucun parti n'a pu obtenir 20%? Je vais parler pour la mouvance. Nous travaillons pour que partout, nous puissions avoir les 20%. Maintenant, je pense qu'en face de nous, le travail doit être fait également. Est-ce que c'est ça qui se matérialise par les interdictions de manifestation pour vis-à-vis les démocrates qui se plaignent de ce que quand ils ont une manifestation quelque part, on envoie la police, c'est interdit? Je ne veux pas rentrer dans les commentaires de situations, ou en tout cas des supputations qu'il peut y avoir ici ou là. Tout ce que je sais, c'est que le Bénin est un pays organisé aujourd'hui. C'est un pays où il y a des règles. Si vous voulez organiser des manifestations, il y a des règles qu'il faut respecter. Et puis après, nous sommes un état de droit. Je pense aussi que nous avons trop souvent, dans la manière dont nous menons la politique, parfois on pense que se victimiser, c'est la meilleure façon de pouvoir attirer les foules et attirer de la compassion. Le Bénin est en train de changer, et surtout la jeunesse de ce pays est en train de changer. Les gens voient ce qui est en train de se passer. Et il faut que nous puissions passer au-delà de tout cela.